avec vous dans le cadre de ce grand magazine de la rédaction qui ouvre d'ailleurs la semaine sur Télé 50. Bien, mesdames, messieurs, nous allons rester sur des sujets d'actualité. Vous le savez, le week-end a été vraiment de tout repos avec ces deux qui Emery Lumumba, mais que restait-il de ce euro aujourd'hui? Oui, on va revenir sur cette thématique, les acquis de Patrice Emery Lumumba, mais aussi de M. Laurent Désiré Kabila, mais également revenir sur le gouvernement souminois. Et c'est vrai qu'on a annoncé au niveau du Conseil des ministres qu'il y aurait remaniement, effectivement, mais justement, plusieurs ministres sans résultat. Alors, quelle approche il faut des résultats attendus et quelles sont les priorités pour le peuple congolais en vue de trouver des solutions idoines. Autant des sujets d'actualité que nous allons aborder aujourd'hui avec M. Olivier Samba, coordonnateur du cercle axiologique, mais également un homme politique, M. Daniel Teba, qui est secrétaire général à lire à l'UNC. Une fois de plus, bienvenue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo et siège des institutions Télé 50, c'est aussi les grandes lignes d'actualité. Joël Selona, bonsoir. Bonsoir Arlette Boutela, bonsoir à tous. Place au grand livre de l'actualité. Quatre jeunes Ituriens du mouvement du 23 mars ont été arrêtés au front après avoir rejoint les terroristes. Leur rapatriement à Bunia, chef-lieu de l'Ituri, a eu lieu sous l'égide de l'administration militaire. Au Nord Kivu, les combats se sont poursuivis ce lundi sur différentes lignes de front dans le territoire de Massissi. Après une série d'attaques contre les positions de l'ennemi, les forces armées de la RDC et les Ouazalendo ont réussi à repousser une attaque de terroristes du M23 qui ont tenté de déborder pour prendre le contrôle de la cité de Saké à 27 km de Goma, à Massissi Centre et à Ngungu, toujours dans le territoire de Massissi. Aux États-Unis, après sa victoire face à Kamala Harris en novembre dernier, Donald Trump va officiellement être investi comme 47e président des États-Unis ce lundi. Comme ses prédécesseurs, il prêtera serment et prononcera son discours d'investiture à Washington. Lors de son dernier meeting, Donald Trump a promis de prendre des décisions radicales de son premier jour dans le bureau ovale. Tous ces titres et bien d'autres seront développés dans la grande édition de 19h. Entre-temps, votre magazine Kinshasa Direct se poursuit avec Arlette Boutela. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Et pour cette édition de 19h, vous allez retrouver Bedrine Kengi à la présentation. Entre-temps, nous, on commence déjà avec notre tout premier invité. Télé 50, partout dans le monde, au centre de l'Afrique, à partir de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Télé 50, votre partenaire numéro 1 de communication et d'information. Pour tout contact 24 heures sur 24, appelez-nous via WhatsApp au plus 243 81 066 34 31. Télé 50, c'est simplement congolais. Notre premier invité se nomme M. Olivier Samba. Je rappelle, il est enseignant à l'université, coordonnateur du cercle axiologique. Bonjour et bienvenue à vous, M. Samba. Merci madame, meilleurs vœux. C'est ma première participation au dossier du soir, Kinshasa Direct pour cette année 2025. Je présente le vœu à vous, M. Jean-Marie Kassamba, à tous les personnels de Télé 50, sans oublier M. Bellarmin Katalaï. Voilà, nous allons revenir sur la question de nos euros. C'est vrai que le week-end a été chargé en ce qui concerne la célébration de l'euro. C'est célébré, je dirais, dans la méditation.
Au-delà, déjà qu'il s'est posé énormément de problèmes avec la question des reliques de Lumumba. Il n'y a pas eu de célébration, la famille a boycotté. Aujourd'hui, on a revu également au niveau le 16 janvier la célébration, mais également le dépôt des gerbes de fleurs au mausolée, M. Laurent Désiré Kabila. La grande question, c'est vrai, on continue à célébrer aujourd'hui autant d'années pour Lumumba aussi, mais pour M. Laurent Désiré Kabila. Mais quels sont les acquis en ce jour? Bon, nous avons une difficulté dans notre pays, c'est que nous ne savons pas célébrer nos héros. Nous ne savons pas célébrer nos meilleurs, la célébration des meilleurs. C'est ça l'un des plus grands problèmes que nous avons, au-delà de tout ce que nous pouvons énumérer comme problème. C'est un problème purement... un problème, bon, je n'aimerais pas être beaucoup plus cru, mais c'est vraiment un manque de considération de ces grands hommes qui ont marqué l'histoire de notre pays. C'est quand même décevant et désolant d'écouter sur la toile certains inepties, il faudrait quand même le dire, parce que c'est vrai, les gens vont un tout petit peu dans l'exagération également. Des extravagances du point de vue langagière en ce qui concerne nos héros, en l'occurrence M. Laurent Désiré Kabila. Certains vont loin jusqu'à dire qu'on ne pouvait même pas les consacrer héros. Certains extravaguent encore pour dire qu'on ne pouvait même pas consacrer la journée du 16 janvier comme jour férié parce qu'il n'a pas fait quelque chose pour le pays. Je commence par M. Laurent Désiré Kabila, il n'a pas fait quelque chose pour le pays et que c'est lui qui nous a ramené les Rwandais, etc. On ne pouvait même pas. Et pourtant, on oublie que Mouzé était celui qui pouvait sortir le pays de la dictature de Mobutu, qui avait traîné pendant 32 ans, et qu'il n'y avait personne qui pouvait en fait parler de façon claire la libération de cette dictature qui était dure, surtout au début des années 90. Alors, vous voyez, dans la politique, à un certain moment, tous les moyens semblent être bons quand l'objectif est très bien fixé. Et l'objectif de Mouzé était d'atteindre Kinshasa pour bouter Mobutu dehors. Et il y a eu des négociations, il y a eu des dialogues, vous vous rappellerez de Utenika, il y a eu des médiations. Il y a un grand d'Afrique comme Nelson Mandela même, à un certain moment, a fait la médiation. Et il s'est fait que les violon ne s'était pas accordé, il avait repris la rébellion, mais avec des personnes qui s'étaient présentées à Mouzé comme étant des Congolais, qui ne l'étaient pas, parce que l'histoire est claire. Lui-même a reconnu, quand j'ai demandé aux Rwandais de rentrer chez eux, tout le monde est rentré, et a cité même des noms, qu'on a des vidéos qu'on a suivies, on connaît l'histoire parce que nous l'avons vécu nous-mêmes. Et il avait en lui les fibres patriotiques. Les fibres patriotiques étaient en Mouzé et Laurent Désiré Kabila. Quand il s'est rendu compte qu'il était entouré de gens qui n'avaient rien à voir avec les Congo, il avait décidé de les faire partie. Et vous savez ce que ça a coûté, la guerre, et ça qui a demandé à ce que l'Angola, Zimbabwe et Namibie, qui nous ont prêté main forte pour essayer un peu d'apporter la paix, ainsi que l'appel au patriotisme, qui a fait ce qui s'était fait à Tchango vers les années 98. On sait exactement comment la population avait récupéré cette situation à bras-le-corps. Et aussi avec toutes les sanctions internationales, Mouzé, un bon scientifique, un bon penseur, avait aussi des bases philosophiques au regard de son parcours académique, a pu résoudre les problèmes auxquels la situation était confrontée. Mouzé était, au fait, celui qui avait déjà démontré que la science pouvait transformer la société. Il a fait quoi? Il a sensibilisé les scientifiques, en l'occurrence les agronomes, pour qu'ils puissent produire les maïs, les riz, vous vous rappellerez les riz des Bumba, cantines communautaires, et à l'époque, stabilité macroéconomique avec toutes les sanctions que nous avions. Il a mis en place une monnaie, etc. L'histoire, on ne saura pas tout décrire, mais au regard juste de ces faits, cracher sur Mouzé aujourd'hui, c'est vraiment... n'est pas légué à la génération future la mémoire historique. Mais justement, aujourd'hui,
on se plaint que l'enfant congolais ne maîtrise pas suffisamment l'histoire de la République démocratique du Congo. Mais alors que l'on parle des héros, on parle aujourd'hui, Joseph Kabila par exemple est revenu pour mettre en exergue Kimpa Vita qui n'était pas très bien connu de la jeunesse de l'époque. C'est à peine que les gens d'ailleurs découvraient qu'il y avait une Kimpa Vita. Ce sont des personnalités de la République démocratique du Congo que nous n'arrivons pas à mettre en exergue quand même, parce qu'il faudrait, c'est bien beau d'apprendre la Mésopotamie, d'apprendre Christophe Colomb, mais l'histoire de la République démocratique du Congo jusqu'à l'heure actuelle, elle reste floue pour l'enfant congolais. Elle n'est pas bien racontée. Pourquoi ne pas arriver à mettre en avant-plan ce côté positif? Parce que lorsqu'on parle de héros, il faudrait le dire, ce ne sont pas des personnes parfaites, mais ils ont marqué l'histoire de manière positive. C'est ce qui fait qu'on les appelle des héros quand même. Exactement, madame, vous l'avez dit. Le point commun entre Musée et Lumumba, c'est le patriotisme. Ce sont des valeurs républicaines. Parce qu'au-delà des défauts en tant qu'humains, mais ce qu'on va tirer des traits positifs en ces deux personnages de l'histoire politique, de l'histoire générale de la République démocratique du Congo, c'est que ce sont des personnes qui étaient remplies des valeurs républicaines. Les valeurs républicaines que je résume en deux, le nationalisme et le patriotisme. Ils étaient prêts à tout pour offrir le bonheur au peuple congolais. On a vécu avec Musée seulement 3 ans et quelques mois, mais on a vu comment est-ce qu'il a résolu des difficultés. On ne pouvait même pas sortir. Quels embargos, quelles sanctions? On était dans une situation de sous-alimentation exécrable. Mais Musée a pu frayer le chemin et avec un billet d'1 franc congolais, on pouvait avoir 1 kilo de chinchard. Je me rappelle bien avec la cantine communautaire. Et voilà que ces valeurs-là, on devait en principe les capitaliser pour que l'on puisse imprimer cela dans les mentales de tout intellectuel congolais. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Pareil avec Lumumba. Lumumba a tout refusé au nom de la liberté de son peuple. A tout refusé. Toutes les sollicitations, toutes les propositions, a dit niet, nous voulons l'indépendance. Et voilà, aujourd'hui, Lumumba est beaucoup plus ascensé ailleurs que dans son propre pays. Et vous allez en Tunisie, le premier ministre tunisien était ici, il nous a rappelé ce qu'était Lumumba. Et puis vous avez dans des pays occidentaux, il y a certaines universités qui portent même les noms de Lumumba. Il y a des avenues même qui portent les noms de Lumumba à l'étranger. Mais Lumumba, dans son propre pays, n'est pas vraiment censé ou célébré à juste titre. Maintenant, vous savez ce qui fait la force d'un peuple, c'est sa conscience historique, la mémoire historique. Est-ce que nous avons notre mémoire intacte du point de vue historique? Je donne un exemple. Vous savez, en Chine, tout intellectuel connaît Confucius. Il y a toute une doctrine, le confucianisme. Il n'est pas le seul grand maître à penser chinois qui est censé scientifiquement. Vous avez Lao Tse. C'est un Chinois. Les grands maîtres en passé sont enseignés dès la maternelle à l'université. Et les gens impriment les valeurs morales, les valeurs républicaines, les valeurs démocratiques, patriotiques qu'incarnaient ces grands hommes-là, ces grands esprits. Et lorsque vous allez dans les pays comme en Afrique, vous avez l'Afrique du Sud, mais tous les enfants de la maternelle jusqu'à l'université savent qui est Nelson Mandela, qu'incarnaient les valeurs de Nelson Mandela. Et pour ne citer que ces 2 exemples, lorsque nous venons chez nous, nous allons aux États-Unis, des grands penseurs comme Abraham Lincoln, ce sont des symboles. On montre les pensées philosophiques, politiques et démocratiques de ces grands penseurs, Abraham Lincoln et les autres. Mais chez nous, c'est quoi les repères? Quels sont nos repères historiques du point de vue? Mais lorsqu'on veut, par exemple, le problème, c'est qu'à un moment donné, c'est vrai, on parle des héros, mais j'aimerais dire qu'à chaque régime, c'est héros, pratiquement. Parce qu'aujourd'hui, dites-nous, les célébrations comme telles, même Lumumba, même M. Laurent Désiré Kabila, aujourd'hui, apparemment, c'est comme si c'est résumé à la famille Kabila ou encore à la fondation M. Laurent Désiré Kabila ou encore à la famille FCC aujourd'hui. Alors que
Ce sont des valeurs patriotiques. Aujourd'hui, lorsqu'on parle du patriotisme, je ne peux pas comprendre que l'homme politique aujourd'hui fasse fi de cela. Mais au nom des couleurs politiques, on semble mettre de côté l'histoire de la République. Le problème africain en général, les problèmes congolais en particulier, c'est la subjectivité. La subjectivité a de la prévalence sur la rationalité. C'est justement ça le problème. Qui dit subjectivité, c'est résumé en fait ce que vous venez de dire. Ce que, voilà, c'est la Kabylie au pouvoir, Mouzé Laurent Désiré Kabila est insensé, Félix Tshisekedi au pouvoir, Mouzé Laurent Désiré Kabila n'est pas insensé parce que ça représente la Kabylie. Étant donné que le violon ne s'accorde plus avec le FCC, on ne sait plus accorder l'importance à ce qui concerne la commémoration de la mort de Mouzé. Mais là n'est pas le problème, madame. Commémorer les 16 et les 17 n'est pas le problème. Qu'est-ce qu'on a tiré comme héritage? Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler des Congolais qui peuvent accepter de mourir pour la République comme l'ont fait? Qu'est-ce qu'on a tiré comme héritage? Alors, ce qu'on doit tirer comme héritage, malheureusement ce n'est pas le cas, c'est que nous devons récupérer les bons côtés de Mouzé et de Lumumba. Les bons côtés, c'est quoi? Ils avaient l'esprit public. Ils n'avaient pas l'esprit privé. Mouzé et Lumumba ne pensaient pas soi, pensaient autrui, pensaient les autres. Ils maîtrisaient exactement la vraie signification de la philosophie politique. La philosophie politique enseigne que lorsque vous faites la politique, ce n'est pas pour vous-même, c'est pour la population. Vous êtes serviteur du peuple, vous êtes soldat du peuple, vous êtes prêt à mourir pour offrir la meilleure de vie possible à votre population. À l'instar de Nelson Mandela, ces grands esprits, à l'instar de Sankara, à l'instar de tous ces grands hommes qui ont accepté d'offrir leur vie jusqu'au sacrifice suprême afin que la population mène la meilleure de vie possible. Mais c'est ce qu'on devait tirer de très bénéfique en ce qui concerne la pensée de Mouzé et de Lumumba. En quoi faisant? En faisant ce qu'ont fait les autres. Et Lumumba avait dit que l'histoire des Congo sera écrite par les Congolais eux-mêmes. Mais l'histoire des Congo est déjà écrite, madame. Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'a produit les professeurs d'Aïwel? Il nous a offert des tomes et des tomes de l'histoire du Congo. Il y a un ouvrage qu'il a publié en 2 tomes en 1999 et le deuxième tome était sorti en 2010. L'histoire générale du Congo, tome 1, tome 2, ça fait un total de 1600 pages. Qu'est-ce qu'on a fait? Le ministère de l'Éducation nationale, aujourd'hui à l'époque EPSP, qu'est-ce qu'a fait de cette richesse que nous a léguée Ndaïwel avec une documentation scientifique fournie? L'histoire générale du Congo, là vous trouvez la pensée de Kim Pavita, la pensée de Lumumba, la pensée politique de Joseph Kasavubu et les autres. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Alors que l'histoire est déjà écrite, quel est le programme de l'enseignement qui est établi qui puisse nous permettre de maîtriser la pensée politique, la philosophie politique de Mouzé Laurent Désiré Kabila et de Patrice Emery Lumumba? C'est alors qu'on va imprimer l'esprit public dans les chefs de tout intellectuel congolais, en commençant par l'école primaire. Qu'est-ce qui se passe, madame? Pour mieux récupérer cet héritage, il faut voir la prospective de la génération future. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire par exemple ce que font les Américains. Dès le bas âge, on apprend aux enfants les grandes idées de ces grands penseurs qui ont révolutionné les États-Unis d'Amérique, afin que les enfants grandissent avec l'esprit public. Aux États-Unis, en Chine, Japon, les autres ont copié. Dès l'enfant, dès les bas âges, l'enfant apprend déjà à mourir pour le pays. Quand je serai grand, je ferai en sorte que je rende l'Amérique grande. Quand je serai grand, je ferai en sorte que la Chine soit la meilleure puissance économique mondiale. Mais aujourd'hui, en Afrique, et précisément chez nous au Congo, les enfants étudient pourquoi? Pour eux-mêmes. Quand je serai grand, je serai médecin. Pourquoi? Pour m'offrir une maison, pour aider mes parents, pour me marier, pour ceci, pour cela. Je suis enseignant à l'université. Quand on échange avec les étudiants parfois, pourquoi tu fais l'économie? Moi, je fais l'économie parce que j'admire M. Mata Tamponio. J'aimerais être économiste comme lui. On a envie simplement parce qu'à un certain moment, j'ai demandé aux étudiants pourquoi? Oh non, parce que lui, je le vois, il mène une vie aisée. Quand je viens en droit, pourquoi vous faites les droits? Non, moi, j'admire le professeur Njoli. En tout cas, comme il parle, je le vois aussi, il mène une vie aisée. J'aimerais être comme lui. Donc, vous savez, il y a vraiment l'esprit privé. Il n'y a pas vraiment ces sursauts patriotiques qu'on est en train d'imprimer dans les mentales de nos enfants
qui vont à l'école à partir de l'école primaire. Vous voyez même les contenus de l'histoire, les cours de l'histoire. Mais c'est du n'importe quoi, c'est ce que l'homme occidental a laissé depuis 1960. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas repensé l'histoire. Et pourtant, on devait enseigner l'histoire du Congo. Et l'histoire du Congo pour montrer dès les origines. Depuis 1900, vous avez... et inclure à l'intérieur la partie où les colons sont venus. La partie où les colons sont venus. Une partie dans l'histoire de la République. Et pour parler de l'histoire générale du monde ou de l'Afrique, ça serait dans le cadre de la culture générale. Exactement. Mais que nous puissions comprendre nous-mêmes ce qu'a été ce Congo, parce que le Congo n'a pas commencé aujourd'hui. Le Congo n'a pas commencé avec Joseph Kabila, n'a pas commencé avec Félix Tshisekedi, n'a pas commencé avec Mouzé ni Mobutu. Le Congo a une histoire. Et s'il faut tenir compte, ne serait-ce que de 1885 jusqu'à aujourd'hui. Mais vous voyez que les enfants vont grandir avec un esprit, il faut comprendre qu'on doit vraiment tout faire pour nous libérer. Parce que le colonialisme a changé de format. Ce n'est plus la colonisation, c'est maintenant la mondialisation. Exact. On est mondialisé, nous sommes embarqués comme dans un bateau. Et les enfants devaient comprendre que Lumumba, c'était celui-là qui s'était sacrifié pour nous libérer de cette emprise occidentale, de ce logocentrisme occidental qui devait être brisé afin qu'on s'ouvre dans le monde. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Tous ceux qui veulent apporter des réformes, ils sont combattus. Et déjà, lorsque la main qui donne est supérieure à celle qui reçoit, quand c'est l'UNESCO qui doit financer nos réformes, qu'est-ce qu'il en reste? Quand c'est l'UNESCO qui va financer le système LMD, qu'est-ce qu'il en reste? C'est ce que prenait l'autoprise en charge prônée par M. Laurent Désiré Kabila. Cette autoprise en charge, ce n'est pas que politique, ce n'est pas que financière, c'est aussi au niveau du mental. C'est-à-dire repenser autrement la République démocratique du Congo. Des réformes essentielles pour éveiller les consciences aujourd'hui, parce que apparemment le nœud du problème, c'est cela aujourd'hui. Si on doit revenir sur le nationalisme, le patriotisme, ça voudrait dire aujourd'hui une bonne gestion de la Respublica. Aujourd'hui, si on doit peindre le tableau de la gestion de la République, aujourd'hui, on parle remaniement, par exemple. Ça veut dire qu'à un moment donné, on sent que ça ne va pas. On a vu le président de la République descendre sur terrain, faire la ronde des avenues au niveau de l'avenue Kassavubu, l'avenue Bokassa. Il était désolé, on l'a vu, il n'était pas à son aise de voir que le Congolais, ici dans la capitale, arrive à marcher sur des chaussées pareilles. Alors que nous avons les institutions ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, nous avons le gouvernement provincial, nous avons le gouverneur de la ville, nous avons les ministres nationaux qui sont là, ITPR, transport et autres. Mais on se dit finalement, est-ce que toutes ces personnalités ont cette notion du patriotisme? Mouzé a dit, prenez-vous en charge. Nous avons essayé de comprendre tous nos vices. Et parmi les vices que nous avons, il y a l'individualisme et l'égoïsme. Parce que quand on fait la politique, on ignore en fait la finalité de l'agir politique. On passe soi plutôt que de penser l'autre. Parce que si réellement nous avions compris la finalité de l'agir politique et tous les hommes politiques qui sont passés dans ces pays avaient la volonté de pouvoir transformer les choses. Je ne parle pas des présidents. Parce que le président, vous voyez, il a toute une équipe. Quand le chef de l'État descend lui-même constate ce qu'il avait constaté, parce que j'ai quand même marqué une pause dans des vidéos, j'ai zoomé, j'avais vu comment il était triste. La consternation. Quelle consternation. À un certain moment, il manquait à dire. Ce qui veut dire que le problème du Congo n'est pas Félix Tshisekedi. Le problème du Congo, c'est le Congolais en général, l'homme congolais. Parce qu'on vous donne un poste, faites en sorte que la population puisse avoir la meilleure de vie possible. Mais comment à tout moment il y a toujours des situations de détournement, des situations de projets non aboutis, des histoires où il y a de l'argent? On a vu les rapports des députés nationaux sur l'affaire ITPR, des centaines de millions que ces communes donnent chaque année qui devaient en principe contribuer à la réhabilitation des infrastructures, mais il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui marche. Mais pourtant, il y a un ministre qui gère ces secteurs-là. Le chef de l'État fait confiance, vous place, mais vous devez faire le travail pour transformer la vie de vos citoyens. Lorsque vous voulez transformer le chef de l'État en magicien, pour être à tout moment. Et le chef de l'État, quand il constate aussi ceci, mais qu'est-ce qu'il doit faire? Il faut directement sanctionner.
Il ne faudra pas laisser caresser dans le sens du poil ou tenir compte de certaines considérations qui ne vont pas contribuer. Parce que ce n'est pas les pesanteurs politiques. Les pesanteurs politiques. Qui entrent en jeu également, les coalitions. Il y a des coalitions, il y a aussi parfois des relations particulières qu'on peut entretenir avec des individus qui Mais quelles accèdent... relations particulières que vous pouvez entretenir du moment où la nation est en danger et ça remet en cause votre mandat? Exactement, c'est ce que je suis en train de dire. Quand il constate, mais il faut qu'il sanctionne. Il faut qu'il sanctionne sévèrement. S'il faut passer par voie de justice pour mettre au état de nuire ces concitoyens qui accèdent à la gestion de la chose publique mais qui ne contribuent pas, il faudra le faire. Parce que le problème, c'est que nous n'avons pas hérité de la philosophie politique de Lumumba et de Mzee Laurent Désiré Kabila. C'est l'esprit privé qui prédomine dans nos mentales, dans nos schèmes mentaux. C'est l'esprit privé. Et quand j'accède, la fonction n'est pas sécurisée. Rapidement, qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher à m'enrichir vite parce que je suis ministre. Ça peut arriver à tout moment. Le remaniement, quand ça viendra, on ne sait pas. Après, ici, qu'est-ce que sera, je ne sais pas. Je dois chercher à me retrouver. Mais non, ce n'est pas ça la façon dont il faut faire la politique dans ces pays. Et voilà, c'est tout ça le problème. C'est qu'il faudra, rationaliser la géopolitique en faisant en sorte qu'on s'ouvre à une politique morale, en mettant de côté la morale politique qui consiste à légitimer les antivaleurs. C'est ça la morale politique. Comment y arriver? Comment y arriver avec tous ces pesanteurs? Comment y arriver? Les coalitions politiques aujourd'hui, vous allez le voir, avec le gouvernement peut-être Souminois 2, vous verrez qu'il y aura encore des consensus. Il y aura des autorités morales qui vont envoyer des noms. Finalement, on l'avait dit bien avant, il y a des personnalités que la population réclame, que vous sentez que c'est vrai, les gens réclament tel individu, par exemple. Vous faites tous ces check-in et consorts, vous estimez que la question de la méritocratie, à quelle place au niveau du choix? Parce que si on doit prendre Sama Lukonde 1, vous estimez que ça n'a pas marché. Sama Lukonde 2, vous estimez que ça n'a pas marché. On vient maintenant avec Souminois 1, on va aller avec Souminois 2. Ça veut dire qu'il y a un problème de casting. Qu'il y a un problème de casting sérieux. Non seulement problème de casting, mais c'est un problème systémique. Parce que, si vous remarquez, nous sommes en train de vivre la Mobutuité sans Mobutu. Parce que c'est la même mentalité qui demeure. Lorsque j'accède à la gestion de la chose publique, quel que soit le niveau, je dois m'offrir le confort. C'est la Mobutuité sans Mobutu. Vous allez vous rappeler, madame, d'un des discours de Mobutu où il s'exclamait qu'on détourne même l'avion. Vole un peu, construit un peu. Il a légitimé l'antivaleur qu'on appelle détournement et corruption. Mobutu l'avait légitimé. Mais aujourd'hui, ça semble être le même cas. On a vécu avec Joseph Kabila pendant 18 ans avec son règne. Je ne compterai pas les 1+4. Je vois 2016 jusqu'en 2018 parce que là, il est élu, il a le plein pouvoir. On ne comptera pas quand Bemba et les autres étaient des vice-présidents parce que c'était quand même partagé. Hein. Il n'avait pas un mot à dire parce que c'était vraiment un pouvoir collégial. Alors, de 2006 jusqu'en 2018, il y avait encore légitimation des antivaleurs. Mais aujourd'hui, les antivaleurs sont encore légitimés. Que dire des rapports accablants de l'IGF? Tout ce que l'IGF est en train de publier, pourquoi il n'y a pas de sanctions qui suivent? On est en train de légitimer les antivaleurs. À un certain moment, l'IGF devient comme... devient juste comme une institution qui ne donne que des alertes. Et pourtant, l'IGF devait être l'institution au travers duquel on devait vraiment redresser les choses. Un peu comme le Conseil IGF a organisé social qui publie des rapports qui ne sont pas pris en compte. Récemment, IGF a organisé. Le 9 décembre, j'ai été invité, mon SBL avait été invité, j'ai pris part à la conférence internationale qu'a organisée IGF. Madame, nous avons vu le représentant de l'inspection générale des finances de l'Angola. Ils ont mis du sérieux. Ils ont récupéré plus de 10 milliards de dollars détournés
10 milliards, s'il vous plaît. Il y a même des avions qui ont été confisqués. Un travail a été fait, c'est la volonté politique. Tous ceux qui détournent sont arrêtés en Angola. Madame, 10 milliards de dollars récupérés. L'année 2023 et 2024, 10 milliards de dollars. L'Angola, nous étions là. On nous a montré des chiffres. Il y a des avancées significatives en Côte d'Ivoire, etc. partout ailleurs. C'est de la volonté politique. Moi, je peux dire aujourd'hui, je peux affirmer haut et fort que l'IGF semble être essoufflé. Parce que les rapports sont publiés. J'ai organisé une conférence avec mon SBEL où j'ai associé l'APLC, j'ai associé l'IGF, mais aussi la Cour de cassation. Malheureusement, il s'est coïncidé que les jours où la conférence a été organisée, il y avait une cérémonie judiciaire et les magistrats ne s'étaient pas présentés. Mais les tableaux étaient peints. L'APLC a présenté son tableau, l'IGF a présenté son tableau, organisé par les cercles axiologiques. Et nous, on a compris qu'il faut vraiment de la volonté politique. Et la volonté politique, c'est le président de la République qui doit dicter les choses. Parce que l'IGF rapporte à qui? C'était au ministère des Finances, c'était encore récupéré à la présidence de la République depuis Mobutu. Joseph Kabila l'avait encore remis à l'inspection au ministère des Finances. Et la bonne volonté de Félix Tshisekedi l'a remis à la présidence. Gilles Linguette et ses rapports, il transfère à qui? C'est au chef de l'État. Il faut qu'il tape des points sur la table pour remodeler le pays afin qu'on puisse s'ouvrir vraiment à un État moderne, hautement civilisé, hautement transformé. C'est possible à ces Congo. Vous avez posé la question de savoir que faire. Ce qu'il faut faire, c'est de rationaliser la gestion de la chose publique et de moraliser le secteur de la politique. Il ne nous faudra pas 2 ans, 3 ans. À une seule année, tout change. Il faudra seulement que le chef de l'État puisse taper du poing sur la table et donner vraiment des orientations à suivre. Ne nous méprenons pas. Nous avons un régime présidentiel qui préside le Conseil des ministres constitutionnellement parlant. C'est le chef de l'exécutif, le président de la République. Il est au courant de toutes les situations. Parce que chaque ministre et les responsables des départements présentent la situation et avec une très bonne chose. Hebdomadaire, madame, c'est même pas mensuel. Chaque vendredi, chaque responsable de département présente la situation. Et il faudrait à ce qu'il y ait vraiment un suivi méticuleux. Combien de propositions nous avons fait scientifiques? Malheureusement aussi, c'est une crise, un mariage contre nature entre la science et la politique dans notre pays. Mais si tout était dit, le chef de l'État n'allait pas s'étonner de voir Bokassa dans cet état ou encore Prince Kassavoubou dans cet état. Alors que vous le savez, vous et moi, que dans les jours ouvrables, l'avenue Bokassa, elle est d'abord à sens unique en principe. Maintenant, c'est double sens. C'est le 2 sens. C'est devenu double sens. Et quand vous prenez les vendeurs qui viennent jusqu'au niveau de la chaussée, parce que des dispositions pratiques n'ont pas été prises lors de la fermeture du grand marché communément appelé Zando. C'est ce qui fait que tous les vendeurs qui étaient là se sont déversés sur l'avenue Bokassa. Je vous dis, il y a une crasse comme pas possible. C'est à peine que l'hôtel de ville là, se met à enlever et à repousser les vendeurs. Mais on se dit, aujourd'hui, si on ne prend que les chaussées de la ville de Kinshasa, vous verrez que ça a été très bien pensé de manière à ce qu'il n'y ait pas d'embouteillage, que ce soit les routes principales ou encore les routes secondaires. Mais vous verrez que toutes ces voies ne sont plus praticables aujourd'hui. Quelqu'un ne peut pas quitter à ce jour, qui vient ici vers Commerce, ici vers l'ancienne Kinmazière. Il n'a qu'à prendre Bokassa direct. Il se retrouve ici vers Kinmazière. C'est la moindre des choses, tout ce que vous êtes en train de dire. Ça ne demande pas qu'on puisse le transformer à l'aide d'une baguette magique. Il faut rationaliser et moraliser la gestion de la chose publique. C'est un appel que je lance encore de nouveau. Au-delà de notre technique que nous avons produite au sein de notre ASBEL adressée à l'autorité politique, il faut rationaliser, je reviens encore, et moraliser la gestion de la chose publique. Pour Kinshasa, madame, c'est très simple. J'ai fait une proposition ici, et je l'ai même écrite, j'ai même transféré à l'autorité politique. Le gouverneur de la ville, s'il faudra rapidement toucher la Constitution en termes de révision,
On peut le faire parce que c'est dans 48 heures, s'il faut même faire une session extraordinaire, on le fera. La ville de Kinshasa doit rester une ville, ça ne doit pas avoir les statuts de province. Parce qu'on a créé un ministre de la ville. Et celui qui doit gérer la ville doit être nommé par ordonnance présidentielle, qui doit prendre part au conseil des ministres. Pourquoi? Parce que la ville de Kinshasa, c'est une ville vitrine. Vitrine de la République, siège des institutions. Le gouverneur de la ville, c'est l'une des personnes les plus importantes du pays. Parce qu'il gère une ville où se trouve le président de la République, le premier ministre, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale. Toutes les institutions du pays sont ici à Kinshasa. On ne peut pas considérer Kinshasa, on ne peut pas considérer Kinshasa comme Congo central, comme Lualaba, comme Bandundu. Non! Combien de fois le chef de l'État passe au Lualaba? C'est périodique parce qu'il doit visiter toutes les provinces. Mais il dort où? À Kinshasa, c'est la vitrine. Tous les visiteurs qui viennent au pays pour voir les chefs de l'État, ils passent où? À Kinshasa. Il faudrait qu'on ait, on ne peut pas dire ministre, gouverneur ou ministre de la ville de Kinshasa comme la capitale, siège des institutions. En ce moment-là, il faut qu'il présente le tableau de sa ville chaque vendredi au Conseil des ministres. Et là, on est informé à temps réel avec des décisions qui sont prises. Parce qu'il y a un discours indirect qui est présenté au Conseil des ministres par le ministre de l'Intérieur. Et la traduction peut être une trahison. Il ne traduit pas peut-être fidèlement la situation. On a la cartographie de Kinshasa. Présentez-nous, par exemple, aujourd'hui, vendredi, l'état des routes. On sait comprendre, à la OVD, ITPR, descendez sur place. Mais lorsqu'on est en train de peindre l'état, peut-être il y a des maquillages là-dessus. Première proposition. Deuxième proposition, qu'on crée le Conseil national d'éthique. Encore une deuxième proposition que nous avons faite. Parce que nous sommes en train de penser en tant que penseurs. Nous disons que la politique doit réaliser un mariage, une alliance entre elle et la science. Parce que c'est la science qui transforme la société. Mais la question que je me pose, quel est le rôle des députés? Les députés provinciaux pour Kinshasa ou encore les députés nationaux? Parce que c'est vrai, si on devrait aller... le travail de sensibilisation ou encore des veilles patriotiques devrait se faire avec les élus. Par exemple, en ce temps de vacances parlementaires. Vous avez des députés qui s'occupent des districts et encore des députés provinciaux qui s'occupent de communes. Mais pendant les vacances parlementaires ici, vous ne les voyez pas sur terrain, vous ne les voyez pas sensibilisés. Ils vivent eux aussi dans cette crasse s'ils n'ont pas encore déménagé pour quitter leur district d'origine. Parce qu'ils ont eu un mandat à la députation. En lieu et place de la sensibilisation, vous sentez que la population est vouée à elle-même. Il n'y a pas une autorité, une personnalité qui prend la peine de remettre les choses dans l'ordre. Parce que dans d'autres problèmes, par exemple dans d'autres communes, il ne faudrait peut-être pas que le gouvernement forcément arrive. Peut-être le député national peut descendre pour sensibiliser, pour éveiller les consciences de chefs de quartier et consorts. Ou par exemple intégrer la notion du salongo le week-end. Comme l'État l'a déjà fait le samedi, les marchés ne s'ouvrent pas le samedi jusqu'à 10 h. Les chefs de quartier ou encore les bourgmestres peuvent relayer cela dans leur commune. Et cette chaîne peuvent se suivre, les bourgmestres peuvent s'occuper des chefs de quartier pour que finalement chacun puisse être aux côtés. On a l'impression que, bon, et puis voilà, et puis la population se sent un peu délaissée, ne sait à qui poser les vrais problèmes. Je reviens encore. Rationalisation et moralisation de la chose publique. Bon, il y a beaucoup de propositions, il y a même des écrits. Les penseurs sont là, écrivent, mais qui va lire? C'est encore ça le problème. Des notes techniques sont écrites, qui lisent? C'est encore ça le problème. La moralisation et la rationalisation voudraient que tous ceux qui sont dans la gestion travaillent pour le changement, pour offrir à la population la meilleure des vies possible. Madame, la rationalisation voudrait encore dire quoi? Voudrait dire redonner le pouvoir à la territoriale. La territoriale n'a plus de pouvoir. Tout est centré au pouvoir central. Malheureusement. Ce que faisait la force de Mobutu, les bons côtés de Mobutu, parce qu'il a beaucoup de mauvais côtés, l'un de ses bons côtés, ce qu'il avait donné le pouvoir à la territoriale. Mobutu n'était pas partout pour des inaugurations.
commissaire des zones. Vous savez ce que ça représentait à l'époque? Commissaire des districts. Commissaire d'État. Vous savez ce que ça représentait? Mais aujourd'hui, il y a les présidentiaux. Tout est centré au président de la République. Même quand il faudra inaugurer un hôtel, il faudrait mobiliser la République, le chef de l'État descend. Et on l'a hérité de la Kabylie. Parce que Joseph Kabila mobilisait toutes les institutions pour aller inaugurer, par exemple, Pullman. Vous vous rendez compte? Et aujourd'hui, la territoire n'a plus sa place. Quel est le rôle des bourgmestres aujourd'hui? Les bourgmestres, c'est le patron de l'administration publique de la municipalité. Mais il y a des bourgmestres qui habitent même pas Kinshasa. Il y a des bourgmestres ici que nous avons qui passent plus de temps chez lui, en Europe, qu'à Kinshasa. Et la rationalisation voudrait assez que l'on puisse redonner aussi les pouvoirs à la territoriale. Parce que les ATD, les administrateurs des territoriales, les administrateurs des territoires, mais ils sont nommés par ordonnance présidentielle, madame. Mais c'est le bras élargi du président de la République, l'œil de chef de l'État dans les territoires, s'il vous plaît. 145 territoires, 145 chefs administrateurs des territoires nommés par ordonnance présidentielle. Quel est le travail? Il travaille avec des commissaires sous-régionaux, il travaille avec des commissaires des districts, il travaille avec des responsables des chefferies, des groupements, tous ces mondes-là. Et ils sont informés à temps réel. Ils gèrent l'état civil, ils gèrent les problèmes au quotidien de la population. Parce qu'aujourd'hui, la conséquence. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La conséquence, c'est quoi aujourd'hui? Quelqu'un qui avance de 2 cm sa parcelle lorsqu'il fait la clôture, il n'y a personne pour le suivre, alors que c'est le travail du chef du quartier, qui est censé venir alerter déjà la personne. Monsieur, vous avez dépassé la limite. Il n'y a pas ces brèches d'information pour relayer et résoudre le problème en amont. On vient après pour parler des constructions anarchiques. On voit le ministre de l'Urbanisme et Habitat qui descend pour dire qu'on a mal construit. Mais lorsque le chantier était au commencement, où était le chef de quartier? Où était le bourgmestre? Encore un autre point, madame, de la rationalisation et moralisation. Là, on parle de la rationalisation. Madame, mais comment l'État peut entrer en conflit avec l'État, en conflit avec lui-même? Mais il y a les conservateurs des titres immobiliers qui ont le pouvoir. Il y a le ministre de l'Urbanisme et Habitat, ils signent, ils autorisent, ils donnent même l'autorisation de bâtir, ils délivrent les certificats d'enregistrement. Les citoyens se sentent à l'aise. Quelques temps après, parce que c'est la subjectivité qui prédomine, qui prévale sur la rationalité, un nouveau ministre va venir pour dire non, il ne fallait pas construire ici. Sans indemniser, on casse. On détruit tout. Et pourtant, la personne vous présente, mais c'est ici, nous, la République, les conservateurs des titres immobiliers avec le certificat d'enregistrement, on casse tout. Et l'État entre en conflit avec lui-même. C'est parce qu'on n'a pas rationalisé, moralisé la gestion de l'agir politique. Il faudrait que le gestionnaire de la chose publique puisse s'ouvrir à la raison, à la moralité. Le Congo est à repenser, est à reconstruire in extenso. On doit reconstruire les hommes, on doit reconstruire les infrastructures, on doit reconstruire tout dans ce pays. Encore un élément qui démontre que le Congo est à reconstruire. Il y a la gestion très compliquée de la chose publique. Dans ce pays, ça fait plus de 4 décennies, bientôt 50 ans, que les gouvernements qui se succèdent sont en difficulté énorme de gérer la chose publique. Parce que quand on gère les territoires et la population. Sur base de ces 2 éléments, on met les institutions pour qu'il y ait l'ordre dans l'État. Mais nous ne connaissons même pas, nous sommes à combien dans ces pays? Où sont les données démographiques? Nous avons combien de femmes, combien d'enfants? Et lorsque le chef de l'État prend l'idée de mettre en place la gratuité de la maternité, c'est pour combien de femmes? On ne sait même pas. On se base sur des données erronées. Les statistiques basées sur quoi? Il fallait avoir des données démographiques, province par province, ville par ville, quartier par quartier. C'est en fait ça la rationalisation de la chose publique. Nous manquons une certaine logique. Lorsqu'on parle de la gratuité de l'enseignement, en septembre 2025, nous aurons combien d'enfants qui auront 6 ans l'âge de scolarité qui vont commencer la maternelle, disons les études primaires? Ils seront combien? Parce que c'est là la gratuité. On aura combien d'enfants? On ne sait même pas. Mais on va voter les budgets sur base de quoi? Voilà la difficulté que nous avons. Le Congo est à repenser, madame. Lorsqu'on parle même j'apprécie le ministre Liaou, qui l'a compris, il le fait dans son secteur. Il le fait dans son secteur, un recensement de tous les fonctionnaires
avec la carte biométrique. Nous, base. Ici, pour toute la nation, nous cherchons les cartes d'identité, mais l'IAO l'a offerte à tous les fonctionnaires. Ils ont des cartes. Il a un fichier aujourd'hui qui répand les noms de tous les fonctionnaires. Âge par âge, on sait très bien qu'en 2026, il y aura autant, s'ils ne meurent pas, qui iront en retraite. Il l'a fait. Mais pourquoi on ne le fait pas pour tous les pays? La difficulté qu'il y a, c'est vraiment pour lequel nous sommes toujours dans des dépassements budgétaires. On est toujours en difficulté d'exécution du budget. Parce qu'on n'a pas de données démographiques. L'Institut national des statistiques, INSVR, si Amérique qui est rattaché directement au ministère du Plan. Mais certainement, ils ont des projets, des recensements et consorts, mais c'est la volonté politique pour le faire. Mais je me pose la question quand je circule, par exemple. Si on voit la commune de Lingouala, les immeubles sont en train de pulluler. Ça pilule. Au jour le jour. Voilà. Ça veut dire qu'on va se retrouver avec une commune de Lingouala où il y aura beaucoup plus de demandes, par exemple, en termes d'électricité, en termes d'eau, par exemple, et la manière dont, la vitesse avec laquelle les immeubles sont en train de monter, il n'y a aucun suivi. Aucun service qui vient, par exemple, pour voir quelles pourraient être les conséquences en ce qui concerne les inondations, parce que c'est une commune également au Maïtoundaramingi. En ce qui concerne la desserte en électricité, en eau potable, à un moment donné, vous allez vous retrouver avec des immeubles où il n'y a pas suffisamment d'électricité, où il n'y a pas suffisamment d'eau. Et c'est des réels problèmes d'aménagement du territoire aussi. Aménagement du territoire doit se baser sur la prospective. Mes recherches scientifiques portent sur la logique prospective. C'est le thème de la thèse doctorale qui sera soutenue très bientôt. La logique prospective, c'est une théorie que je vais proposer à tous scientifiques congolais, tout intellectuel congolais, même aux gestionnaires de la chose publique. On doit penser le futur à partir du présent, en nous basant sur des données existantes. L'exemple de Lingouala, encore une démonstration d'un sérieux problème que nous avons de la rationalité de la gestion de la chose publique. Comment on peut ordonner à ce qu'il y ait des constructions sans qu'il y ait un plan d'aménagement de ces territoires-là? C'est aussi ça le problème. Donc nous, il faut repenser la République démocratique du Congo. Mais qui va repenser? Comment repenser? Quand le faire? Parce qu'on est en même temps dans la logique de 5 ans, 5 ans renouvelable une fois, on va changer la Constitution, on va réviser la Constitution. C'est tout le temps la course au pouvoir et au finish. Les vrais problèmes ne sont pas posés, ne sont pas résolus. C'est ça la subjectivité qui prévaut sur la rationalité. On vient en politique pour soi et non pour les autres. Ayons la notion de continuité de l'État. Nous devons avoir les successions des intelligences dans ces pays. Vous venez, vous faites 10 ans, vous posez des bases sur lesquelles les autres viendront prendre pour continuer. Je prends un cas, une petite illustration. Zando, inauguré. Qui va gérer ça? C'est Daniel Bumba. Ça a commencé avec Kingo Bila en 2020, en plein Covid. Les mamans étaient chassées, voilà. Un petit endroit, ce n'était pas possible. Mais aujourd'hui, nous avons Daniel Bumba qui va inaugurer Zando. C'est ça la continuité de l'État. Vous faites votre mandat, vous passez, vous laissez les projets. Les autres viennent, prennent et continuent. C'est ça qui devait être les gars. Il y a beaucoup de projets, les projets 100 jours. Quand Tshisekedi arrive, il trouve ces projets-là sur la table. Il a pris, il lance. Ce n'était pas inventé. Ça a existé. On prend, on continue. C'est ça la continuité de l'État. Il ne faudra pas privatiser, centrer tout sur soi, penser à la rationalisation et la moralisation de la société publique. C'est alors que nous allons honorer Lumumba. C'est alors que nous allons honorer Mouzé Laurent Désiré Kabila. C'est alors que nous allons préparer la bonne génération future. C'est alors qu'on doit léguer à cette population la meilleure mémoire historique et la bonne conscience historique parce que les écrivains ont déjà fait leur travail. Et c'est alors qu'on nous pensera également avoir d'autres héros. Parce qu'il ne faudrait pas que ça s'arrête avec Musée ou encore Laurent Désiré Kabila. Héros ne signifie pas celui qui est assassiné. Voilà encore une autre confusion. Exactement. On pense qu'il faut seulement être assassiné en plein exercice en tant que Premier ministre ou Président de la République pour être héros. Mais non, l'essence du combat. Quelle a été l'essence de votre combat au fil de votre temps? Madame, l'essentiel, ce n'est pas la durée de la vie, mais c'est la qualité de la vie.
Jésus-Christ qui est le centre de l'histoire du monde, de toute l'humanité. 33 ans, la qualité de la vie, les valeurs républicaines. C'est alors qu'avec notre SBL, le cercle axiologique Mon SBL, nous luttons contre les antivaleurs sous toutes ces formes. Et nous militons pour offrir à la société les personnes vertueuses. Les personnes vertueuses sont des personnes qui sont disposées à toujours bien agir. Quand vous avez de telles personnes, vous allez dormir en paix. Une dernière illustration, vous avez Dubaï, il y a ancien et nouveau Dubaï. Ancien Dubaï, Deira et les autres. Nouveau Dubaï, vous avez Marina et les autres, ils ont construit des villes. Maluku représente 70% de la superficie de Kinshasa. Ne pouvons-nous pas vraiment construire de nouvelles villes pour qu'on ait une nouvelle capitale comme le Caire en Égypte, il faut le faire. Ou encore comme au Nigeria où il y a Merci beaucoup. L'ancien et la nouvelle cité, vous entrez, vous dites de l'autre côté là-bas c'était l'ancienne ville et la nouvelle ville est de l'autre côté. Tout est possible, que l'autorité politique prenne conscience pour rationaliser et moraliser la gestion des ressources publiques. Grand merci à vous, M. Olivier Sambaye. Vous l'avez compris, M. Daniel Monanteba n'a pas pu venir. C'est vrai qu'on parle de la grève du chauffeur, mais il y a des embouteillages terribles qui ne lui ont pas permis d'arriver ici pour l'émission. Grand merci à vous d'avoir été de notre aujourd'hui. Eh bien, nous pensons également que la République a besoin de héros, oui, de héros vivants pour révolutionner les choses, pour voir les choses autrement et permettre à l'homme congolais de vivre le bonheur chez lui en République démocratique du Congo. C'est un réel plaisir de vous savoir très nombreux à suivre cette tranche Kinshasa direct dans quelques instants. La grande édition du journal est avec nous, on se retrouve très prochainement.